Très bien, mes chers Américains, voici ce que J.D. Vance a dit à l'Europe en 2025. J'espère que ce ne sont pas les derniers applaudissements que je recevrai, mais nous nous réunissons à cette conférence, bien sûr, pour discuter. J.D. Vance, à l'âge de 40 ans, a prêté serment en tant que vice-président des États-Unis. Un mois plus tard, il était à Munich, occupant le devant de la scène dans l'arène de la diplomatie internationale. S'adressant à un public composé de responsables élus, de diplomates et de hauts gradés, Vance a délivré un message, ou plutôt Et un avertissement. pour assurer sa propre défense. La menace qui m'inquiète le plus concernant l'Europe, c'est la menace venant de l'intérieur. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. Comme l'a dit un jour le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Nous ne devrions pas avoir peur de notre peuple, même lorsqu'il exprime des opinions qui ne sont pas d'accord avec ses dirigeants. Merci à vous tous, bonne chance à vous tous, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas reprocher le raisonnement de J.D. Vance, ni même son analyse de la politique européenne. Voici la partie inquiétante. Ce contre quoi J.D. Vance met les Européens en garde se produit en réalité aux États-Unis à l'heure actuelle. Laissez-moi commencer par ceci. Vous savez, ce type, Sadiq Khan, il est le maire de la ville la plus prestigieuse de l'Occident, Londres, depuis 2016. Au début, il se présentait comme un musulman modéré, façon musulman de vitrine. Il traînait avec les personnes LGBTQ. Il tenait même un verre de champagne avec d'autres personnes. Il a été beaucoup critiqué pour cela. Et puis, les gens se demandaient si c'était de l'alcool ou du jus de pomme. Qui sait? Peu importe. L'idée était claire. Le fait qu'il soit musulman ne devrait pas avoir d'importance. Et les Occidentaux crédules n'ont accepté. Après cela, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Avançons rapidement jusqu'en 2026, après les élections générales de 2024. Il y a près de 25 députés musulmans, c'est-à-dire des législateurs, au Royaume-Uni, à la Chambre des communes. Mais plus inquiétant encore, regardez ceci. Il y a actuellement 19 273 conseillers à travers le Royaume-Uni, parmi lesquels 500 sont musulmans. Vous pourriez dire, eh bien Harris, nous savons déjà. Et la situation n'est pas vraiment différente dans d'autres pays européens non plus. L'Allemagne et la France. Et qui sait? Mais l'Amérique, c'est différent, n'est-ce pas? J.D. Vance met en garde les Européens contre l'infiltration des islamistes, de l'islam politique. Eh bien, j'ai des nouvelles pour vous, l'Amérique. Vous avez juste 10 ans de retard sur le Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que je dis ça? Regardez ça. Vous connaissez ce type? L'assassin au sourire, Mamdani. Très similaire à Sadiq Khan. Musulman modéré, il n'a pas de barbe fournie, il fréquente les personnes LGBTQ, mais il y a une légère différence. Il va aussi à la mosquée. Il récite même Muhammad, même si c'est en anglais. Cette distinction est importante, parce que c'est comme ça qu'il commence. Il y a donc actuellement 4 représentants musulmans et 0 sénateur musulman, ce qui est sur le point de changer. André Carson, je ne sais pas quoi penser de ce type. Je suppose qu'il n'introduit pas l'islam dans la politique américaine ou dans sa propre politique. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler de lui. Mais nous avons entendu parler des 2 prochains noms, Ilhan Omar et Rashida Tlaib. L'une vient du Minnesota, l'autre du Michigan. Et puis il y en a une autre, Latifa Simon. J'ai entendu parler d'elle ici et là, mais rien de majeur. Aucun Américain musulman n'a jamais été élu au Sénat des États-Unis. Le nombre augmente. Nous avons maintenant ce type qui est, à mon avis, eh bien, prenez-le avec des pincettes, parce que je ne suis pas un expert en politique américaine, mais je regardais les sondages, et actuellement je pense qu'il est susceptible de l'emporter sur Mike Rogers, mais qui sait, je ne sais pas. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité
et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Je regarde seulement ce qui se passerait s'il devenait le premier sénateur musulman. Il n'est pas comme Sadiq Khan, qui fait même semblant d'être pro-LGBTQ ou de prendre un verre de champagne. Non. Il n'est même pas comme Mamdani, qui fait aussi semblant d'être pro-LGBTQ, socialiste et tout ça. Ce gars-là a des références socialistes, mais il n'a pas peur de montrer non seulement son côté agressif, mais aussi son côté musulman. Regardez ça. Écoutez ce passage. Les Américains dans le pays. Maintenant, vous n'avez peut-être pas de haine envers les musulmans de masse. Mais je vais vous dire, les musulmans doivent vous haïr. Vous avez entendu ça? Regardons-le dans son contexte complet. J'ai grandi dans cet état. Et vous pouvez imaginer qu'en allant à l'école avec un nom comme le mien, on a droit à pas mal de harceleuses. En fait, je ne fais tout simplement pas attention aux harceleuses. Ça n'en vaut pas la peine. Mais voilà le truc. Mais ces harceleurs ont dû faire quelque chose d'incroyable pour que tu sois là aujourd'hui. Tu te présentes au Sénat. L'une de mes plus grandes frustrations, c'est l'idée qu'il devrait y avoir une sorte d'association entre moi et un groupe infâme quelconque. Groupe infâme. Tu dois comprendre les implications, d'accord? Oui, c'est juste. Dans toute démocratie fermée, des groupes se formeront. Tu t'opposeras, tu ne seras pas d'accord. Tant que tous ces groupes œuvrent vers une vision commune, c'est-à-dire ça peut être n'importe quoi, une nation sous Dieu, une nation sous une constitution, ça pourrait être tout cela. Il n'y a pas d'agenda étranger. Il n'y a pas de problème d'allégeance à l'étranger. Par exemple, il est normal de ne pas être d'accord avec vos collègues démocrates sur leur politique économique, leur politique de santé ou leur politique d'éducation. Il est tout à fait acceptable d'être en désaccord sur tous ces points, parce que vous avez votre propre vision de l'Amérique. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est que si, au fond de vous, vous pensez que cette constitution américaine est mauvaise, fondamentalement mauvaise, et qu'il faut la remplacer par autre chose. C'est un agenda étranger. Ça pourrait être l'islamisme, la charia ou le communisme. Il y avait aussi des communistes en Amérique. Je dis qu'il faut ressusciter le macartisme. Je ne sais pas. Je ne vais pas m'excuser pour ça. Rien ne devrait être au-dessus de la Constitution des États-Unis. Rien ne devrait être au-dessus de cela. Nous ne devrions jamais avoir à en arriver au point où nous devons employer des mesures vraiment sévères pour protéger notre Constitution. Parce qu'au bout du compte, les démocraties gouvernent en gardant la supériorité morale. Si vous êtes moralement en faillite, alors peu importe l'histoire ou l'idée de nation que vous essayez de vendre, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, le nazisme n'a pas marché parce que, vous savez, c'était voué à l'échec. Mais si les gens s'accordent collectivement sur les valeurs fondamentales des États-Unis, qui ont été déterminées par les pères fondateurs de l'Amérique, alors c'est comme ça que ça devrait être. Nous devrions tous fonctionner selon ces principes. Ces personnes ne respectent pas cela. Ils agissent contre cela. Et je vais montrer d'autres vidéos pour prouver ce que j'avance. Mais regardez bien, comme je l'ai dit, ce n'est pas Sadiq Khan. Sadiq Khan ne dirait jamais quelque chose comme ce qu'il vient de dire, ou ce qu'il s'apprête à dire. Même Mamdani ne laisserait pas tomber son masque aussi négligemment. Regardez ce type, parce que ce type est un islamiste. Les autres, vous savez, ils pourraient être, je suis prêt à leur accorder le bénéfice du doute, qu'ils servent de tremplin pour des gens comme lui. C'est ça le côté dangereux. Je ne sais pas ce qu'ils ont dans le cœur. Je ne sais pas s'ils sont vraiment islamistes ou pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'eux-mêmes sont confus. Ils pourraient penser que le socialisme et leur identité musulmane peuvent aller de pair. Ils pourraient le croire. Mais ce type n'est pas socialiste. Comme l'a dit Trump, c'est un communiste,
et il déteste l'Amérique, le mode de vie américain. Sur le fait que je choisis de prier d'une manière particulière. Il est implicite que cela sert à brandir le spectre, ce qui a tout à voir avec le contexte. Maintenant, voilà la chose. Ce qui me frustre le plus, ce n'est pas le racisme flagrant de la part de certaines personnes, mais, pour reprendre les mots de Martin Luther King, l'un des aspects les plus dangereux, ce n'est pas quand les mauvaises personnes s'expriment, c'est quand les bonnes personnes ne disent rien. Et ce que je n'ai pas entendu, c'est les républicains de ce panel dénoncer de manière décisive et rapide ce genre d'islamophobie. La raison, c'est que personne d'autre ne dénonce la soi-disant islamophobie, parce que cette chose n'existe pas. Vous voyez leur plainte ? La société américaine dans son ensemble n'est ni victime ni auteur de l'islamophobie, quoi que cela veuille dire. C'est quelque chose qui n'intéresse pas la société américaine. L'Amérique n'est pas un pays islamique, ce n'est pas un pays musulman. Elle ne se soucie pas de l'islam. La seule raison pour laquelle nous avons ce débat en Amérique maintenant, après que ce débat a détruit l'Europe et qu'il vise maintenant la société américaine, c'est parce que 2% des Américains sont musulmans. 2%. Insignifiant. Nommez-moi une autre communauté qui représente environ 2% et qui fait autant de bruit que celle-ci. Vous pourriez dire les Juifs. Vous pourriez être tenté de dire les Juifs. Mais les Juifs ne cherchent pas à démanteler l'Amérique. C'est pas le cas. Oui, ils ont leur propre agenda, ce qui est tout à fait normal. Ils veulent s'assurer qu'Israël existe et qu'il bénéficie du soutien des pays les plus puissants du monde. Je ferais pareil. Si les musulmans faisaient cela depuis leur pays musulman, je ne serais pas aussi alarmé que je le suis maintenant. Parce que ces gens sont venus ici. Et maintenant, ils veulent suivre leur propre voie. Ils veulent remodeler l'Amérique et la politique américaine à leur image. Donc il dit en gros, pas tous. Et il cite Martin Luther King. Je doute que Martin Luther King serait d'accord avec sa définition de l'islamophobie. En gros, il en vient à dire que les mauvaises personnes disent de mauvaises choses, mais que les bonnes personnes doivent répondre. Et regardez ce qu'il dit. Ce genre de racisme, dans ce contexte, ils veulent représenter l'État qui a la plus forte proportion d'Américains musulmans dans le pays. Maintenant, peut-être que vous ne détestez pas les musulmans, mais je vous le dis, les musulmans vous détestent certainement. Vous ne détestez peut-être pas les musulmans, mais les musulmans vous détestent certainement. Le nombre d'Américains musulmans dans le pays. Maintenant, vous ne détestez peut-être pas les musulmans, mais je vous le dis, les musulmans vous détestent certainement. Et nous le savons tous, les gars. Et 3 Américains dans le pays, maintenant vous ne détestez peut-être pas les musulmans, mais je vous le dis, les musulmans vous détestent certainement. Les musulmans vous détestent certainement. C'est la version agressive de l'islam. Donc d'abord, c'était des musulmans modérés et libéraux qui pouvaient facilement tromper les gauchistes. Oui, regardez, Sadiq Khan boit de l'alcool. Il est pro-LGBTQ. Il hisse des drapeaux LGBTQ. Eh bien, ils ont essayé ça à nouveau dans la deuxième ville la plus importante de l'Occident. Ou probablement la plus importante du Nouveau Monde, New York. Londres et New York. Historiquement, du moins dans les pays anglophones, ce sont sans conteste les villes les plus importantes du monde anglophone. Ils les utilisent pour faire passer un message. Je ne dis pas qu'ils sont des paysans. Je ne dis pas qu'ils peuvent simplement détruire Londres et New York. Eh bien, pas plus que ce que Sadiq Khan a déjà fait. Mais ces personnes servent de marchepied. Regardez ça. Regardez cette femme. L'État conservateur du Mississippi nomme la première juge yéménite pro-charia portant le hijab, également avocate en immigration qui a légalisé des immigrés en situation irrégulière. Donc cette femme a passé une grande partie de sa vie à légaliser des immigrés en situation irrégulière. Des personnes qui enfreignent les lois sur l'immigration des États-Unis, qui entrent illégalement en Amérique, manquant de respect aux lois américaines, manquant de respect à la volonté du peuple américain. Elle va à l'encontre de tout cela et elle les légalise. Il y a un proverbe en ourdou qui dit qu'ils attaquent les racines de l'arbre proverbial. C'est exactement ce qu'ils font. Ils s'en prennent vraiment à vos racines. Ils ne se contentent pas de couper vos branches, ils s'attaquent à vos racines. Asma A. Ali, une avocate spécialisée en immigration portant le hijab intégral, qui a construit sa carrière en guidant ceux qui sont entrés illégalement ou ont dépassé la durée de leur visa vers la citoyenneté, sans jamais avoir besoin d'une carte verte, occupe maintenant un siège au tribunal municipal. Imaginez à qui elle sera loyale d'ici quelques heures. La communauté yéménite, les pages de la communauté yéménite débordaient de fierté. L'Amérique est conquise de l'intérieur. C'est ce que J.D. Vance a dit. La plus grande menace pour la stabilité et la continuité de l'Europe est une menace de l'intérieur. Qu'est-ce que c'est, les gars ? Qu'est-ce que ça, ils disent ? C'est la même femme qui a obtenu une proclamation du mois du patrimoine arabo-américain du gouverneur républicain Tate Reeves. Je n'en sais rien, mais je lis simplement ce qu'a écrit Amy Mack. Elle a publiquement défendu Saddam, qui détestait les juifs, en glorifiant Amar Ghali, lié aux frères musulmans.
Au fait, ce type, Abdul al-Saïd, ses liens avec les frères musulmans sont confirmés. Il n'y a aucun doute là-dessus. Son oncle occupait un poste important chez les frères musulmans. C'est l'ancien maire de Hamtramck, dont la nomination comme ambassadeur des États-Unis au Koweït a échoué au Sénat en octobre 2025 en raison d'une opposition bipartite à cause de son parcours. Bien sûr, Asma Ali était présente à l'audience pour le soutenir. Elle a applaudi l'activiste radical de la DSA, Zoran Mamdani. Asma, tu vois, ils ne font plus qu'un. Zoran Mamdani est ougandais, d'origine indienne. Il parle hindi, pendjabi et ourdou. Parfois il parle avec un accent indien, et parfois il prend un accent new-yorkais. Bien joué. C'est un talent, mais ils s'unissent tous ensemble. Elle est yéménite. Ils ne savent rien les uns des autres, ni des cultures des uns et des autres. Mais il y a une chose qui les unit. Nous sommes tous musulmans. Si je devenais musulman aujourd'hui, et que je me présentais à une élection, ils me soutiendraient. Ils viendront vers moi. Ils diront « Eh, tu sais, comment vas-tu servir l'oumma musulmane ?» Et vous, les républicains, voilà le problème. J.D. Vance en est conscient. J.D. Vance lance ses avertissements à l'Europe. Je dirais qu'il faut aussi garder un œil sur ce qui se passe chez vous. C'est une implantation idéologique à l'intérieur du dernier rempart. Une fois que les États rouges tomberont, il n'y aura plus nulle part où tenir la ligne. Amérique, s'il vous plaît, ne baissez pas la garde. S'il vous plaît, ne prenez pas cela à la légère. Et regardez, les gens ripostent toujours. C'est la raison pour laquelle. Regardez ça. Cette vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. Un homme, un Américain, confronte cette femme musulmane et lui dit « Qu'est-ce que tu fais en Amérique ? Tu n'as pas le droit de porter ça. » Ce sont des actions individuelles. Je ne les approuve pas. Nous avons besoin d'une solution plus globale. Nous avons besoin d'une solution politique, au plus haut niveau. Ainsi, ces choses n'arriveront pas. Les Américains sont tout à fait dans leur droit d'être offensés à la vue d'étrangers venant en Amérique et disant aux Américains comment ils devraient vivre. Les Américains sont tout à fait dans leur droit d'être en colère. Et je dis que vous devez être encore plus en colère. Et vous devez mettre la pression sur vos politiciens. Peut-être pas autant sur des individus comme ça, mais regardez ceci. Tu vis en Amérique, tu ne devrais pas porter cette merde autour de ta tête. T'es vraiment chelou à te balader comme ça en Amérique. Il n'y a pas de tempête de sable ici. Va au Mexique comme ça. Tu verras ce qu'ils te feront. Je crains que des interactions comme celle-ci ne deviennent plus fréquentes. Et cela va pousser nos sociétés vers un conflit civil. Regarde ça. Tu veux en savoir plus sur ce type, Abdul al-Saïd ? Regarde ça. Écoute ça. Encore une fois, cela va déstabiliser la région. Je veux aussi vous rappeler qu'il y a beaucoup de gens à Dearborn qui sont tristes aujourd'hui. Ils sont tristes parce que l'armée des États-Unis a tué Khamenei, qui est personnellement responsable de la mort de centaines d'Américains. Vous vous souvenez de l'attentat de Beyrouth ? Je crois que 200 Américains sont morts. C'était l'œuvre des gardiens de la Révolution. Et évidemment, cela a été fait avec la bénédiction de Khamenei. Ce type brigue un siège au Sénat. Il est triste qu'un ennemi de l'Amérique soit mort ce jour-là. Et il n'est pas le seul. Et regardez comme ils sont malins. Il va dire qu'il ne va pas parler de ça parce que cela mettrait en péril sa mission plus importante, qui est de s'infiltrer sérieusement dans les couloirs du pouvoir américain. Donc, en fait, je ne veux vraiment faire aucun commentaire sur Khamenei. Je ne pense même pas que ça vaille la peine d'aborder ce sujet. Parce que ça va s'attirer beaucoup de critiques. Ce qui n'est pas bon, s'ils ont une mission plus grande, qui est de conquérir l'Amérique, d'augmenter leur nombre. Donc encore une fois, cela va déstabiliser la région. Je veux aussi, je ne pense même pas que ça vaille la peine d'en parler. Voilà ce qui se passe, mes chers Américains. Ce n'est pas le moment de rester passif, car l'époque où l'on pensait que cela n'arrivait qu'en Europe, et que l'Amérique était différente, est révolue. Et sans vouloir manquer de respect, je reconnais totalement que l'Amérique est un pays très différent du Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni est très différent de l'Australie. Nous avons tous nos propres limites et défis. Mais nous devons aussi reconnaître le fait que tous nos pays occidentaux souffrent d'une empathie suicidaire et de politiques de gauche. Ce qui n'est pas entièrement fondé sur une empathie suicidaire. Ils ont aussi leurs propres intérêts. Je pense que les plus intelligents parmi eux savent que l'alliance entre les islamistes et la gauche n'est que temporaire. Ils ne voient que la civilisation occidentale ou le statu quo comme leur ennemi commun. Une fois qu'ils nous auront éliminés, ils se battront entre eux pour décider de l'avenir du monde occidental. Mais je ne pense pas que nous devrions rester pour découvrir ce qui va se passer. Nous devons nous battre sur deux fronts.